Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Il est 8 h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30. Et Amel Ragbi est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Ça se passe bien? Très bien, oui. Très ça bien, va, les 2 jours de tranquille. l'Aïd, les 3 jours de l'Aïd. 3 jours maintenant. Ça s'est bien passé? Oui, ça va, tranquille. Mais pas beaucoup de sucre, ça va? Si, quand même. Si, quand même. Ah, si, quand même. Les gâteaux. C'est un peu étonnant de la part de Amel. Hein? Pourquoi? Ah ben... C'est exceptionnel, c'est l'Aïd, exceptionnel. Ouais, je mange. C'est vrai que Amel est healthy tout au long de l'année. Healthy, yes. I'm healthy. Tout au long de l'année. Après l'Aïd, c'est exceptionnel. Voilà. Après, on va Allez, c'est pas grave. se prendre en main après. Carte blanche pour N'est-ce l'Aïd. pas? Carte blanche pour Ça l'Aïd. Et on va reprendre Après nos habitudes. après nos habitudes à partir d'aujourd'hui. Non, à partir de demain. Allez, encore un 4e jour de bonus. Allez, hein? encore. Au moins un autre jour. Allez, un petit bonus encore. n'est-ce pas? Allons-y. Un petit bonus de sucre aussi? Bah oui, pourquoi pas. Bah oui, pourquoi pas. Après, je vais marcher. Elle a toutes les solutions possibles et imaginaires. Amel. Beaucoup de thé, beaucoup de boissons, Ouais. beaucoup d'eau surtout. Ah, de l'eau? De Je suis pas très... non. C'est Moi, vrai? je ne vois pas beaucoup, non. J'ai la petite bouteille, j'ai du mal à la finir la journée. Alors que les médecins préconisent au moins 3 Je sais. litres d'eau au jour. Je sais, je suis vraiment consciente, mais je ne peux pas la finir. Mais tu La équilibres journée, je quand peux même pas. avec du thé. Oui, Voilà. ah, le thé, j'en bois quand même, hein. Matin et soir. Après, bon, je ne sais pas trop si ça équilibre, si Oui, ça remplace. on va mais, demander à Ben Achnou tout à l'heure. Exactement, qui sera avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, il va justement nous parler de la reprise des habitudes après Ramadan, particulièrement après tous ces excès. Donc déjà, durant le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Parce que durant le mois de Ramadan, déjà, ça commence les excès Le en soir, soirée, oui. n'est-ce pas? Exact. Et puis le jour de l'Aïd, les 3 jours de l'Aïd, surtout avec les visites familiales. Hein, n'est-ce On pas? prend de là, et ça n'en finit pas. Et puis tu n'as pas intérêt de ne pas prendre de... Oui, hein, goûte sinon, ça. bah, Goûte ça. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est une nouvelle recette? Oui, il y en a Il y en cette a, année. hein. effectivement. Et justement, la reprise généralement après Ramadan, c'est ce qui est plus dur. Hein. Déjà Exactement, le oui. sommeil, pour beaucoup de personnes, tu n'as pas de problème avec le sommeil. Non, moi, je n'ai pas changé mes habitudes, donc ça va. Quelle chance. Non, Quelle chance. moi, je ne veille pas trop, donc ça va. Mhm. Donc déjà, la reprise des habitudes du sommeil, la reprise des habitudes déjà alimentaires. Alimentaires, Donc surtout, oui. c'est vrai que c'est très très difficile après Ramadan. C'est vraiment une période quand même transitoire assez sensible. Exact. Et justement, Dr Fethi Ben Achnou va nous en parler exceptionnellement parce qu'on le retrouve le vendredi habituellement. Donc exceptionnellement, on va le retrouver aujourd'hui samedi. Et il va nous parler donc de la reprise des habitudes et particulièrement, tu sais qu'après Ramadan, beaucoup de personnes dans le monde musulman Oui. donc font sabrin, donc Le jeûne, oui, encore. voilà le jeûne des jours de sabrin et ça a un impact magnifique sur la santé. Exactement, Et ben justement, Dr Fethi Ben Achnou va revenir sur l'importance donc de jeûner les jours Les de 6 sabrin, jours. les 6 jours de sabrin effectivement. Donc on va revenir sur l'importance des journées de sabrin. Et bien entendu, comme chaque samedi, notre ami Ahmed Kalik Hassini sera parmi nous ce matin. Et alors tout au long de Ramadan, Ahmed essayait de nous parler un petit peu de ce qui tournait autour de Ramadan, de comment faire dua par exemple, comment faire dhikr par exemple. Donc beaucoup de thématiques de ce genre. Mais là, donc après Ramadan, on va reprendre donc la rubrique habituelle en compagnie d'Ahmed Kalik Hassini qui nous fait découvrir chaque samedi une personnalité qui a marqué l'histoire de l'Algérie. Cette fois-ci, il revient sur une grande personnalité, donc politique, un homme de culture, écrivain, qui a été membre d'ailleurs fondateur de Jamaïat Ulama al-Muslimin. Et après l'indépendance de l'Algérie, il a eu une très belle carrière politique. Il s'agit donc Ahmed Toufiq al-Madani. Il va nous parler donc de son parcours exceptionnel ce matin. Et aussi l'huile d'olive. Oui, Ça te dit? bah oui. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas. Ça m'étonnerait de trouver une maison algérienne où on ne trouve pas d'huile d'olive. Moi, je trouve que c'est impossible. Je pense que chaque foyer a On de l'huile cuisine d'olive. avec, on assaisonne avec, Oui. n'est-ce pas? Ah oui, oui. C'est une particularité de tout le bassin méditerranéen, j'ai l'impression. Je pense, oui. Ouais. Oui, je pense. Mais chez nous, très très présente l'huile d'olive, Ah, effectivement. c'est sacré, hein. C'est sacré, oui, c'est sacré. Vous voyez le Effectivement. couscous sans l'huile d'olive? Du tout. Du tout. Même le ksara, hein. Le ksara aussi. Même le ksara. C'est primordial. Hein. Ouais. L'assaisonnement. Bon, pour la L'assaisonnement, salade, pour on les peut s'en salades. passer quand même. Mais Eh ben, pas pour moi. Ah bon? Non, Ah, d'accord. pas pour moi. Moi, le couscous, il faut qu'il Ouais. qu'il soit assaisonné avec l'huile d'olive. C'est vrai. Voilà.
Mais c'est vrai que ça donne un goût exceptionnel. Alors, non seulement du goût, du très bon goût que l'huile d'olive donne, il y a donc tous les bienfaits de l'huile d'olive. Et bien justement, notre amie Khawla nous en parlera ce matin dans sa rubrique. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Mais sinon, il va faire aussi beau, selon Amal l'arrivée. Ouais. Pour moi, il fera beau, oui. Voilà, selon Amal l'arrivée. Par C'est endroit. exceptionnel. Par endroit. Par endroit, Voilà. par endroit. Alors, Mais toujours la vigilance orange au sud. ah, toujours présente. Oui, Tu oui, nous oui. donnes un peu plus de détails alors? Allons-y, Alors, ce alors. sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, une belle carte hein, quand Ah même oui, pour franchement, oui. aujourd'hui. Oui, oui. Franchement, oui. Elle apprécie Amal. Ah, j'apprécie. Amal est en oui. train Quand il d'apprécier y a sa la carte pluie, ce matin. moi je suis aux anges, franchement. Voilà. Donc, il y a Et de la des pluie quand même températures sur, agréables aussi. Hein. Des Pour températures cette- agréables, Ah oui, effectivement, oui, c'est ce oui, qu'on a oui. ressenti en tout cas. les Déjà 3 le jours matin, de il a la- fait frais. Et là, l'après-midi, il fera que 18 degrés. Sur Alger, hein, je précise. Oui. Hein, sur Alger. Donc, Après, on va revient- voir les autres voilà, wilayas. donc on revient quand même aux températures saisonnières, donc aux Exactement. températures Oui. printanières. Printanières, voilà, Printanières, carrément. C'est le saisonnières, terme. printanières. C'est le terme, Voilà. printanière. Tu donnes un peu plus de détails, Amal? Allons-y, Nour. Vas-y, ça. Merci, Nour. Bonjour et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale, mais cette fois-ci sur les régions de l'ouest. Puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Mais à noter des vents forts sur pratiquement toutes les régions intérieures, également les hauts plateaux. Et ces vents vont engendrer quelques particules de sable en suspension sur les hauts plateaux de l'ouest. Par contre, sur le centre et l'est, eh bien, on aura un ciel le plus souvent nuageux sur le centre et l'est, accompagné de quelques pluies par endroits. Mais ces pluies seront parfois sous forme d'averses orageuses et localement assez marquées sur les hauts plateaux centre et est, avec des vents forts toujours vers ces régions. Et la vigilance orange va persister sur une partie des régions sahariennes, plus exactement le Nord Sahara, les oasis, où on aura des pluies fortes et parfois orageuses et même parfois accompagnées de chutes de grêle. Et ces wilayas seront toujours sous vigilance orange. Je vais citer quelques wilayas, par exemple, on aura Tougourt, El Oued, également El Mreyyar, ou la Djellal, Gardaya, où les quantités de pluie seront assez importantes, qui peuvent avoisiner les 70 mm la journée. Oui, non, 70 mm. Donc soyez très très prudents. Sous un ciel bien sûr nuageux et pluvieux, avec de la grêle comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et des vents forts vers ces régions, des vents qui vont arriver jusqu'à 60 km/h, également 60 km/h vers le Bécharoua, le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes, sous un ciel passagèrement nuageux et qui va engendrer des soulèvements de sable durant cet après-midi, et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez encore très très prudents. Les températures, eh bien, quant à elles seront plutôt agréables par endroits. Le minimum 12 degrés du côté de Djelfa, 15 à Al-Bayad, également Batna, 18 vers Constantine, Séti, 22 Tizi Ouzou, 21 Alger Annaba. Le maximum vers l'intérieur ouest, 27 degrés Relizane, Mascara, 22 degrés à Oran, 23 Tlemcen. Au sud, 17 degrés seulement à Gardaya, 21 Biskra, 26 Béchar, 28 degrés à Adrar, 32 Tindouf, 27 Insalah, Tamanrasset, 31 du côté de Borj Bedjimourtar, également Janet, et enfin 36 degrés, le maximum cette fois-ci à Ingezem. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée, pratiquement l'ensemble des côtes, parfois belles. Des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront variables, et 20 à 40 km/h sur les côtes ouest, et les vents seront de secteur nord-est. On va faire un petit tour, cette fois-ci, du côté de l'Europe, où le temps restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Londres, également Paris, Berlin, et aussi du côté de Kiev. Un ciel plutôt nuageux à Moscou, partiellement voilé Vienne et Istanbul, dégagé à Madrid, Lisbonne et Rome. Le mercure affichera 14 degrés seulement à Moscou, 19 à Kiev, 20 degrés à Londres, 26 Vienne et Paris, 27 à Rome, également Madrid, et le maximum cette fois-ci à Lisbonne avec 28 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس
قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et on retient surtout des températures très agréables pour aujourd'hui. À part l'ouest, à part l'ouest, un tout oui. petit peu chaud quand même. Tout petit peu chaud, mais Voilà. Au niveau du centre, à l'est, donc des Ça va. températures plutôt agréables. Ah, franchement, Vigilance, encore une fois, on tire la Toujours, sonnette oui. d'alarme par rapport à cela. Exactement, le Faire Nord très Sahara, les attention. oasis et même le sable, la visibilité risque d'être réduite vers les régions sahariennes aussi. Donc, de toute façon, soyez très vigilants en général. Voilà, c'est que ce plus soit la important. pluie ou le sable. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. Pour tous ces détails, on se retrouve après C'est le moi. journal télévisé du midi, Inch'Allah, oui. après celui de 19h. 19h. Demain, Et demain, 8h, voilà. Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, C'est moi Amel. qui À merci. tout à l'heure. Et on continue. Ça sera pause musicale comme à l'accoutumée. On se retrouve juste après. Entretien, بعد نشوفه. Et de retour sur le plateau et docteur Fethi Benachnou nous a déjà rejoint. Docteur, bonjour, وعيدك مبارك. صباح الخير, bonjour, عيدكم مبارك, Inch'Allah. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas oublier Ramadan. Oui. C'est ça. Ramadan, c'est un... Je rentre tout de suite dans le sujet. Oui. Ramadan, c'est un mois sur 12. Alors, un mois où c'est une sorte de stage, tarabbus. C'est un stage, et au point de vue spirituel, ruhi, et au point de vue comportement, différents comportements, et surtout le comportement alimentaire, où il est recommandé de vaincre, d'être plus fort que shahawat, que ses envies. Parce que l'être humain, ruh,
l'âme, ce qui est en nous, on est faible, l'être humain est hyper faible et en même temps puissant. Et il est faible, il ne peut pas céder à ses envies, ça le rend inhumain dans le sens où il n'a pas la maîtrise de soi. Effectivement. Mais honnêtement, docteur, honnêtement, Oui. l'Aïd Hada, qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi j'ai continué sur la lancée. Très bien. Parce que dans la journée, je ne prenais mon petit-déj et mon thé. Et c'est normal. Et je remercie toutes les femmes algériennes. Sincèrement, je leur tire chapeau. C'est des vrais faits du foyer. Alors, devant cette palette, c'est comme une palette C'est le cas de le dire, de effectivement. gâteaux, on est attiré. Surtout, personnellement, baklawa. C'était pas tcharek. L'année dernière, c'était tcharek. Tcharek, non, Voilà. je fais attention pour le sucre. Voilà. C'est le baklawa, Oui. c'est le qtaïf et c'est le mahancha, des soirs comme ça, parce qu'il y a aussi le fait que l'on peut prendre de petits morceaux. Voilà, c'est ça. C'est pas Oui. des petits morceaux. Et Et après, de temps en temps, docteur, c'est ce que vous nous dites toujours, l'hygiène de vie, ce n'est pas de se priver, mais finalement de se permettre comme ça, de temps en temps, de se faire plaisir. J'en parlais à des collègues et à des amis maintenant. Le développement de ces coachs. Alors ce terme, je l'aborde, je ne peux plus le supporter. Coach. On l'utilise à tort et à travers, effectivement, coach, alors que... coach flan, dans le comportement alimentaire. Alors tout le monde, maintenant, il y a une pléthore de coachs alimentaires. Personnellement, je dis, mangez ce que vous voulez. Parce que là, moi, je remets l'être humain, l'individu dans la prise de décision. Il doit lui-même prendre sa décision. Là. Et quand on parle d'un produit alimentaire, il faut parler en arabe. Il faut parler en termes de quantité et de qualité. Et là, c'est important, même quand on est, surtout là, les pauvres diabétiques, je dis les pauvres, parce qu'ils sont là, attention, soutenus d'un monde terrible de coach. N'importe qui s'improvise coach. Et on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux des plateaux, alors ils vont les rendre, comment dirais-je, des herbivores. Il n'y a que de la salade, que de la tomate, Je ne suis pas contre, il faut prendre ça. Mais il faut avoir une assiette colorée, une assiette équilibrée. Libérez-les. Je crois que c'est la liberté. Pourquoi la liberté? Pour que la personne, l'individu, qu'il soit diabétique ou pas diabétique, prenne lui-même la responsabilité. Et surtout, insister sur l'activité physique, le haraka al-jasadiya, mais on dit il faut pratiquer le sport. Il faut savoir ce que c'est que le sport. Le sport, c'est pour atteindre des objectifs, c'est pour atteindre une profession, c'est pour aller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et nos sportifs semblent bien partis. Mais avoir une activité physique, la meilleure des activités physiques, c'est la marche, c'est marcher. C'est, par exemple, des fois, moi, on me dit, pour venir dans un endroit, on me dit, alors tu es véhiculé? Oui, je t'accompagne. Non, j'ai laissé ma voiture à 1 kilomètre, il n'y a pas de problème. Par exemple, pour venir ici, on peut le laisser quelque part au niveau du ministère de la Santé et tout ça, et venir à pied. Alors que ce qui est important, on impose, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est comme si on comprimait un ressort et la personne se lâche complètement, elle passe d'un côté à un autre. Ça, c'est très, très mauvais. Et l'habitude alimentaire, par exemple, s'habituer à boire de l'eau. Il y a toutes ces choses-là. Alors justement, docteur,
toute Pardon, cette hygiène de je vie. suis lancé dans... Mais de toute façon, on est là pour ça, Voilà. n'est-ce pas? Nous sommes là pour ça. Alors, docteur, justement, parlant de toute cette hygiène de vie, alimentation, activité Hygiène de physique, vie, très, très importante. voilà, donc d'une manière générale. Et ça, encore une fois, ça fait partie, comme vous le dites à chaque fois, comme chaque vendredi, comme vous le dites sur tous les plateaux des médias, c'est une question de prévention, justement pour ne pas arriver à d'autres maladies qui risqueraient d'être fatales pour certaines... Catastrophiques et fatales hein, dans plusieurs cas, comme par exemple les maladies neurodégénératives, n'est-ce Voilà. Chauffez, ce qui est important, moi, à chaque fois, je parle de prévention. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la prévention, je parle du milieu dans lequel j'ai évolué, scientifique, professionnel, on concluait une intervention sur un médicament, par الوقاية خير من العلاج. J'en avais marre d'écouter ça. Ça ne doit pas devenir une conclusion comme ça pour faire bien, mais ça doit devenir le moteur essentiel. Moteur de vie et surtout des praticiens. Dans le sens où les pays les plus développés, et au point de vue production de médicaments, au point de vue production d'appareils, tout ça, les pays nordiques, les pays du nord de l'Europe, ils disent que maintenant, il s'agit de mettre le paquet sur la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est dans ma pratique, je parle en tant que médecin, et même mes collègues, dans ma pratique, c'est d'oublier, entre guillemets, le geste rapide d'établir une ordonnance. Vous savez que c'est facile d'en parler, mais de se retenir de rédiger une ordonnance, ça, c'est dur à mettre en pratique. C'est comme un syndrome de Pavlov. Pavlov, c'est un scientifique russe qui a habitué un chien à faire quelque chose à saliver. C'est tout un comportement stéréotypé. Et nos médecins actuellement, Allah ghalib, il faut changer ça le plus vite possible, c'est un comportement stéréotypé de thérapie. Thérapie sans même spécifier, par exemple, je prends les infections urinaires qui sont fréquentes. Ah, on a en tête, c'est pas qu'on a en tête, on a été pavlové, si je puis dire, c'est tel antibiotique. Or, la démarche consiste à faire une analyse d'urine pour rechercher le microbe et à ce moment-là, on va trouver l'arme nécessaire. Mais du côté du citoyen, du malade aussi, du patient d'une manière générale aussi, lorsque le médecin ne prescrit pas une ordonnance, pour lui, c'est pas un bon médecin. C'est pas un bon médecin. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un ruissellement. On a bassiné, je m'excuse du terme, on a tapé dans le cerveau du citoyen les médicaments. Avant. On allait le marabat. Il y avait toujours une qubba et on allait quand on avait un problème de santé, quand une femme voulait s'assurer de la fidélité de son mari, quand elle voulait tomber enceinte, tout ça, elle allait ya Sidi Flan. Alors ils avaient ya Sidi Flan, vous avez des noms. Alors elle caressait, elle mettait un peu de henna, elle s'isolait, c'était une façon de... maintenant, comme à cause de l'urbanisation, et des constructions. On a rasé un maximum de marabouts, donc, même pas marabout une petite. Et maintenant, le marabout, vous savez qui c'est qui devient? C'est le pharmacien du coin. On va vers lui. C'est lui, on ne sait pas ce que c'est, mais alors il va donner cette petite poudre blanche, ce comprimé rose, ce comprimé, et toutes ces choses-là, alors que il faut... ce que vous avez là, c'est le comportement des médecins ordonnancier, c'est ruisseler vers le citoyen. Il va même plus vers le médecin, et la preuve, je le voyais 2 fois par semaine au complexe de Thalasso de Sidi Faraj, où il y a une population cible, c'est-à-dire des rhumatismes, des hypertendus, et maintenant, par exemple, la consommation d'anti-inflammatoires, et je ne cite pas de nom, tout le monde les connaît, est devenue spontanée, c'est des bonbons, en oubliant les complications que ça entraîne. Donc, vous voyez, c'est tout ce terrain qui s'est implanté génétiquement chez les citoyens, c'est vrai,
et il va falloir faire un nettoyage génique, et c'est ça la prévention. Et beaucoup, je le dis, beaucoup de patients, de gens viennent me dire « Ah, j'ai écouté, je vous ai écouté, enfin j'ai supprimé, j'ai amélioré ». C'est améliorer. Ce qui est important, c'est que le sujet, le malade, le patient, le citoyen soit lui-même responsable. Notre rôle, et je suis fier de pouvoir le faire au niveau de Canal d'Algérie, au niveau de Bonjour d'Algérie, c'est de l'orienter, c'est de lui donner des informations qui sont importantes et de ne pas jouer au coach de comportement alimentaire. Voilà, effectivement. Donc on revient encore une fois aux maladies neurodégénératives. Oui. Alors, qu'en est-il des maladies neurodégénératives? On entend quoi par des maladies neurodégénératives? Alors, notre corps est constitué de système respiratoire, le système digestif, le système reproductif, le système rénal, tout ça. Et on a le plus important, le système nerveux. Le système nerveux, tout de suite dire, c'est pas dans le sens courant algérien, hadak nerveux. C'est un nerveux, c'est-à-dire il est agité, il réagit trop vite. Non, le système nerveux n'a rien à voir avec nerveux. Il y a même la façon de prononcer qui est importante. Le système nerveux, c'est comme un système. Et ce qui est important, il faut savoir qu'il y a une psychomotricité. Motricité, c'est le fait de bouger. Quand je fais un mouvement avec ma main, je regarde, les yeux, j'écoute, tout ça, c'est grâce au système nerveux qui a une centrale. C'est comme ce plateau. Il y a de l'électricité différente. Et toute cette électricité vient du compteur. Le compteur électrique, on dit le compteur. C'est lui la genèse. Et il transmet ces informations à travers les nerfs. Les nerfs qui sont une entité extrêmement importante, ça c'est la centrale électrique qui gère tout, surtout les activités fines, sont produites par le lobe frontal. Ça c'est important. Et le nerf est un fil électrique, tout simplement, avec des enroulements, des couvertures pour protéger. C'est comme ce qu'on faisait avec l'antenne de télévision, tout ça. Il y a un morceau de cuivre et il est enveloppé. Nous, c'est enveloppé par des problèmes, des membranes lipidiques, tout ça. Alors, il y a un problème, à savoir les différentes maladies qu'on appelle Parkinson, qu'on appelle beaucoup de... Qui prennent du terrain d'ailleurs, docteur. Hein. Oui, ça, malheureusement. on l'exprime. Le Parkinson, l'Alzheimer, tous ces éléments, la démyélinisation, c'est des mots assez scientifiques. Alors, les maladies neurodégénératives, on s'aperçoit que ces maladies nerveuses, entre guillemets, entraîne une détérioration, une dégénérescence. Dégénérescence, ça veut dire quoi? Quand votre fil électrique a ces enveloppes qui sont bouffées, l'émission, l'électricité, l'information électrique est mal transmise. Ce qui fait que c'est pour ça que l'on obtient une paralysie. Une sorte de paralysie où il y a une impotence fonctionnelle quand on a un AVC ou là quand on a avec le temps. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de recherches et beaucoup de progrès dans ce type de maladie. Il y a encore des recherches, Et grâce à l'imagerie médicale qui va vraiment au plus profond de... Ça, c'est important. Mais pour le moment, ce qui est important et vital pour lutter contre les complications des maladies neurodégénératives qui sont une impotence fonctionnelle, une impotence musculaire, ce qui est important, c'est la rééducation. Puisque le muscle ne reçoit plus d'informations du cerveau, un endogène, on va lui donner une information exogène. C'est-à-dire pour qu'il puisse... Parce qu'un muscle qui ne fonctionne pas dégénère, il y a ce qu'on appelle une amyotrophie. Donc la rééducation
consiste justement à lutter contre ce processus d'amyotrophie. Amyotrophie, il va monter. Par exemple, il y a beaucoup de cas, et j'aimerais que les téléspectateurs voient ça, quand on a un AVC, il y a une impotence, par exemple, du bras. Si on ne fait pas, on ne prend pas en charge en rééducation, il y a un phénomène naturel, physiopathologique, si je puis dire. Vous aurez les doigts qui vont se recroqueviller. Je ne sais pas la caméra si elle peut prendre. Ils vont se recroqueviller. Ensuite, il y a un phénomène, la main va ensuite, elle va se replier et vous allez avoir une rétraction de tout le membre supérieur. La rééducation fonctionnelle, ça consiste justement à faire travailler ces muscles pour qu'ils ne subissent pas, pour qu'ils ne subissent pas ce processus. Et c'est très simple, par exemple, il faut une balle en caoutchouc. Dans la main et insister, expliquer aux patients qu'il faut le faire. Très souvent, presque moi, 80%, ah non, oui, je l'ai laissé à la maison. Alors que même si on va aux toilettes, il faut avoir cette balle de caoutchouc parce que quand vous faites ça, regardez, vous travaillez. Donc, vous donnez une impulsion qui n'est plus endogène, une impulsion exogène. Mais ce problème de centre de rééducation, c'est tout, ils sont surchargés et très important de former. Par exemple, je dis qu'au lieu de former à grand renfort des infirmiers, il faut former des techniciens qu'on appelle des kinésithérapeutes. Par traction, on dit des kinés. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, dans la formation, toujours, docteur, il serait aussi intéressant aussi d'impliquer l'entourage du patient qui pourrait aussi, bien sûr, bien entendu, il ne fera pas le travail d'un kiné ou d'un infirmier ou d'un technicien ou d'un médecin, mais il pourra quand même accompagner le patient, donc ou du moins à pouvoir respecter les exercices qu'il doit faire. Être au pied du malade. Voilà ce qu'on nous a appris. En médecine, il dit être au pied du malade. Moi, j'ai parlé du côté technique, scientifique et de l'infrastructure, entre guillemets, matérielle et humaine. Et surtout, maintenant, il y a des appareils qui donnent des impulsions, ça c'est très important. Mais la médecine reste une relation, comme on dit en anglais, face-to-face. Quand on parle face-to-face, non pas à travers un écran ou là. Et ensuite, avec une dose importante, c'est ça le rôle de la famille, le rôle de l'entourage, il y a une dose d'empathie, il y a une dose d'amour, il y a une dose d'affection qui est le truc le plus important. Ça, c'est la famille, oui, elle joue un rôle important. Elle doit aider parce qu'il y a toujours une petite déprime. Parce que le patient, elle est légitime. Le patient se connaissait sportif, très dynamique, la femme se connaissait belle, elle se peignait, elle était autonome. Vous ne savez pas l'important, on dit en Algérie, satra, c'est-à-dire le fait de protéger sa pudeur, enlever ses vêtements, ses sous-vêtements, aller faire sa toilette, tout ça. Satra, il est extrêmement touché, déprimé par le fait de se voir. Parce que, attention, on se voit diminuer, on se voit impotent, on se voit, on en a confiance. C'est là où la famille, et c'est là, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et le hafla, là-bas, tout ça, c'est important, mais on ne souhaite pas, mais le pire est compris dans le projet. Dans le packaging. Dans le projet, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Encore une fois, le mot d'ordre, c'est la prévention, n'est-ce pas? Encore une fois. Donc, probablement, on ira un peu plus de détails dans les rubriques prochaines pour découvrir encore plus profondément les différentes maladies neurodégénératives. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi. Et bonne continuation. Merci beaucoup, docteur. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre d'un chanteur de la musique andalouse, donc la musique savante que Fella Bennour a rencontré. Il s'agit de Hadj Brahim Qassem et on se retrouve juste après.
Après Oran et Tlemcen, Alger est la dernière station musicale avant de retrouver sa famille de l'autre côté de la rive. Brahim Hadj Qassem, un nom, une voix reconnue comme l'une des plus belles de l'école de Tlemcen. Et pourtant, ce qui était une simple activité pour le père est devenu une véritable passion pour le fils. Il m'a inscrit dans une association, j'ai travaillé pratiquement avec tous les maîtres connus à Tlemcen, Nouri Koufi, Soufer Ben Ghabrit, Fouzi Khalfat et tout. Après, j'ai connu le grand maître Salah Boukli qui m'a enseigné aussi les bases de la musique andalouse et surtout l'école de Tlemcen. J'ai constitué mon premier groupe en 90 et j'avais la chance d'avoir mes deux frères, Mohamed et Omar, qui étaient des bons musiciens, qui étaient avec moi, qui ont constitué avec moi l'orchestre. Et le papa il m'a dit, écoute, c'est très simple, termine tes études et après on verra. En 1993, le jeune artiste décroche donc un ingénierat en génie mécanique. Il enregistre son premier album la même année. En 2005, il s'installe en France. Brahim Hadj Qassem enseigne les mathématiques sans perdre de vue la musique et le chant andalou. Son public est essentiellement algérien, mais beaucoup d'étrangers sont fans de ce patrimoine. Ils sont très curieux, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, quand je fais par exemple un spectacle à l'Institut du monde arabe, la programmation c'est 2 ans, 3 ans avant, il faut présenter le programme et il faut traduire les textes. Parce que celui qui vient pour assister le spectacle, il ne veut pas juste entendre une musique et entendre quelques mots en arabe. Il veut comprendre les sujets et donc il va avoir une traduction. Le public n'est plus uniquement algérien, c'est un public qui est varié. Alors quand je suis parti en France les premières années, en 2005-2006, j'ai créé une école, je l'ai appelée à l'époque l'association Nouba. Donc je travaillais avec une école un centre d'animation au 13e arrondissement à Paris. Alors ce qui m'a étonné un petit peu, c'est que les gens quand ils viennent, donc c'était tout âge, hein, de 7 jusqu'à 77 ans, moi je pensais qu'ils venaient juste pour apprendre la musique andalouse, alors que non, ils venaient pour apprendre aussi la langue arabe, à travers la musique andalouse. Plus qu'une passion, pour Brahim Hadj Qassem, la musique algérienne est une identité portée haut par les artistes algériens à l'étranger. Une diaspora qui souhaite s'intégrer davantage dans le paysage culturel du pays. Je vous donne un exemple qui est très simple. Brahim Hadj Qassem ou un autre artiste connu qui vit à l'étranger pour rencontrer son public, pour organiser des spectacles. Donc lui, tout seul, il ne peut pas le faire. Donc il faut qu'il y ait un organisme qui peut organiser tout ça à Tlemcen, à Oran, à Alger, à Constantine. Et alhamdoulilah, on a des institutions dans le domaine culturel qui sont capables de le faire. Et à propos de projet, l'enfant de Tlemcen nous donne rendez-vous en juin prochain à Paris. Ce sera le 16 juin à la salle des Folies Bergères. Ce sera sur l'esprit soufi, avec Dr Saadan Ben Babali qui sera le narrateur et notre ami Khalil Ben Ahmed, un violoniste virtuose et qui sera aussi le chef d'orchestre. Donc on va présenter l'histoire du soufisme en commençant par Rabi al-Adawiya jusqu'à Cheikh Amir Abdelkader et Cheikh al-Alawi. L'Algérie a des noms qui sont très importants dans le domaine du soufi ou dans les autres domaines et c'est à nous de les faire connaître au grand public. Et c'était donc le Hadj Brahim Qassem que Fella Bednour a rencontré pour nous et sans plus tarder. Notre ami Ahmed Gregassine est déjà parmi nous. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous. Aïd Moubarak encore une fois, même si on s'est vu le jour de l'Aïd. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير إن شاء الله بصحة وتعيدوا وتزيدوا. Tout le bon, les meilleurs vœux pour vos familles, nos familles, les voisins, ceux que vous chérissez, ceux que nous chérissons. Rabbi yahfadhom kamlin. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Une très très belle rencontre que Fella Bednour a fait avec Hadj Qassem. Maintenant, il marque, c'est l'un des plus sérieux dans ce qu'il fait. Donc, il fait beaucoup de madih.
Moi, de temps en temps, je l'écoute. Il est très bon. Et puis, il préserve un peu cette tradition de la musique andalouse authentique et pure. Donc, on voit maintenant que la tendance est pour les fusions. Donc, il y a plusieurs mélanges. On n'arrive plus à distinguer les écoles l'une de l'autre. Il y a beaucoup de... Et puis même... l'effet un petit peu de la mondialisation, de la modernisation. Et de l'adolescisation aussi. On voit qu'au début, c'est comme toutes les disciplines qu'il y avait dans le sport, dans le scout, même l'andalou, c'était une éducation, c'était une façon d'être, c'était un esprit. Donc, on apprenait plus parce que comme il y avait les vieux, donc il y avait le djilsat, les petits apprenaient à parler, apprenaient à se toute tenir. Une éducation, toute une éducation. Donc, il y avait ce souci de donner, d'études, d'enseigner aux petits comment se mettre, comment s'asseoir, comment parler, comment chanter. Donc, il y avait une hatta, comme on dirait. Maintenant, ça se perd. Maintenant, ça va dans l'Instagram, donc, pardon, dans les réseaux sociaux. Donc, c'est les photos, c'est les selfies. Donc, c'est bon, l'ère du temps. Voilà, donc finalement, c'est la modernisation. Hein, exactement, il y a beaucoup d'effets de la modernisation. Alors, donc, après Ramadan, on s'est un petit peu éloigné du sens un petit peu de la rubrique, parce que ce n'était plus des rencontres qu'on faisait avec des personnalités qui ont marqué. Ce n'était plus des savants, on parlait plus, on a pris des thèmes. Mais on a un petit peu cadré avec le mois de Ramadan. Là, un retour, donc, avec toutes ces personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, une personnalité très particulière, avec un parcours très atypique, Ahmed, n'est-ce pas? Oui, exactement. En fait, Oustad Ahmed Tawfiq Al-Madani, parce que dans quelques jours, c'est Yom Al-Ain. Oui. Yom Al-Ain, quand on dit Yom Al-Ain, on dit tout de suite 16 avril, on dit tout de suite Ibn Badis, on dit Jum'iyat al-Ulama. Oui. Mais peu de gens savent que le vrai fondateur de Jum'iyat al-Ulama, c'est Ahmed Tawfiq Al-Madani. C'est le créateur, lui, avec Cheikh Omar Smaïl. Donc Cheikh Omar Smaïl, c'est lui qui a publié, parce qu'il y avait beaucoup de discussions entre les gens, qu'il fallait quelque chose, il fallait une structure, il fallait une structure. Donc il a tout simplement publié 2 chèques. Il leur a dit 1000 francs pour celui qui crée le Jum'iyya et 1000 francs pour la création de Jum'iyya. Oui. Et en fin de compte, celui qui a créé le Jum'iyya, qui a eu les 1000 francs, c'est Ahmed Tawfiq Al-Madani. Parce qu'il a été le premier secrétaire. Et pour l'occasion, Omar Smaïl lui a acheté la première machine dactylographique avec des lettres arabes. Pour rédiger les lettres à envoyer. Il a envoyé à tous les ulama du pays, donc l'Est, l'Ouest, le Sud, le Centre. Donc il a invité tout le monde. Et la réunion s'est tenue à Alger ou à Nadi Taraqi, qu'il avait lui-même avec d'autres gens, avec Ben Wouniche, avec le Mouhoub, Omar el-Mouhoub, avec des notables d'Alger, donc à Nadi Taraqi, qu'ils avaient créé pendant les années 20, donc 26-27. Donc, ils ont créé Nadi Taraqi comme étant un lieu où pour qu'il y ait une vie intellectuelle à Alger. Elle était centralisée au Nadi, donc il y avait beaucoup d'événements, il y avait beaucoup de conférences. Et c'est là où s'est tenue la réunion, l'Assemblée générale pour la création de Jum'iyat al-Ulama. Il faut toujours aussi rappeler que la première réunion, la première Assemblée générale pour créer Jum'iyat al-Ulama, dans cette assemblée, Ben Badis était absent. Il n'était même pas présent, donc il n'est même pas fondateur, donc Ben Badis. Mais par contre, il a eu l'unanimité de tous les présents pour il a été choisi comme étant le président. Parce qu'il faisait le consensus entre toutes les tendances qu'il y avait entre Mouslihin, entre Toroqiya, entre les gens qui étaient Mimi. Donc tout le monde, Ben Badis faisait l'unanimité. Il a été choisi comme étant le premier président de Jum'iyat al-Ulama. D'accord, on les voit d'ailleurs ensemble sur cette photo qui date de 1930, c'est ça? Voilà, exactement, ça c'est le 18 août. Mais sinon, pour revenir sur le parcours de Ahmed Tawfiq Voilà, Al-Madani, ça c'était pour justifier. Voilà. C'est un parcours quand même qui a commencé un peu avant. Exactement. Avant même. Bien avant, parce que lui, il est descendant d'une famille d'Alger, donc c'est un Madani. C'est une famille qui a fui l'occupation française en 1830. Donc le premier déplacement, ils l'ont fait. Ils sont partis se réfugier en Kabylie. De là, ils sont restés, donc il y avait le grand-père et le père, donc ils se sont installés au moment de l'insurrection, de la résistance Cheikh al-Muqrani, Haj al-Muqrani, Cheikh al-Haddad, en 1870. Ils ont participé
Donc, après donc, les affres aussi de l'occupation, donc de l'armée, donc tous les massacres, ils sont encore une fois déplacés, ils sont réfugiés en Tunisie. Et en partant en Tunisie, ils sont partis avec une autre famille de Kabylie, cette fois. Et là, c'est la maman de Ahmed Toufiq al-Madani, donc, parce qu'ils étaient ensemble. Donc, le père, donc, il l'a connu pendant le voyage, quand ils étaient en Kabylie, il s'est marié d'un voisin ou d'un ami, donc c'est la fille de l'ami de son père. Donc, et puis il est né, Toufiq al-Madani, en 1899, il est né à Tunis. Donc là, il fait bien sûr l'école coranique, il apprend le Coran, donc petit à petit, il avance, il commence à étudier à Zeytouna. À 15 ans, donc il est né en 99, la Grande Guerre 14-18, il avait 15 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise une cellule de résistance pour libérer la Tunisie qui venait d'être... donc elle était sous protectorat français. Donc le militantisme commence déjà très tôt, parce très que jeune. c'est normal, parce qu'il il est né dans une famille victime déjà. Donc il y avait, j'imagine, que l'histoire familiale l'a marqué, a marqué le petit. Donc il racontait tout ce qu'ils ont perdu à Alger, leurs biens, leur vie, les gens qui sont morts, peut-être des cousins, peut-être des cousines, des gens. Donc ils ont tous ces ratages, ils se posaient des questions. Donc comment ça se fait? Et puis voilà que le colonialisme les rattrape aussi en Tunisie, là où ils se sont réfugiés. Donc il organise une cellule. Il est pris par les autorités coloniales en Tunisie à l'époque. Il est mis en prison. Très particulière d'ailleurs. Très particulier. Donc il avait 15-16 ans quand il a été emprisonné. Et il a été mis dans une cellule seul. Donc il était isolé. Donc vraiment, il a passé comme ça 4 ans ou 5 ans donc, dans une cellule seule. Lui, là, de ces moments, il s'est dit que c'était une bénédiction parce qu'il a profité pour étudier. C'est ce que j'allais te dire. Donc finalement, 4 ans isolé, il est sorti plus fort finalement que ce qu'il était avant. Donc on revient finalement à la force de caractère. Et surtout l'iman, comme on dit, la foi en Dieu. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Là, il faut être un Toufiq al-Madani pour déjà sortir de l'emprisonnement. Et on parle d'un enfant, c'est un finalement, choc, de 15 ans. Et sortir encore plus fort, il faut être vraiment un Toufiq al-Madani. Donc je ne pense pas que ce soit donné à tout le monde. Et il a même profité pour apprendre la langue française. La langue, il l'a appris seul. Donc il connaissait l'arabe, donc il lisait beaucoup de livres notamment d'histoire. Mais la langue française, il a profité pour l'apprendre seul en prison. Donc c'est un vrai Essami, quoi. C'est un autodidacte de première. Donc il sort. Tout de suite, il rejoint un autre descendant d'une famille algérienne qui venait de créer Hizb Doustour. Il était membre fondateur de Hizb Doustour avec Abdelaziz Taalibi. Ah là, il commence à... Donc ils en ont eu vraiment ras-le-bol avec lui. Il décide de le renvoyer chez lui. Il l'exile, Aoudoun Fawa, et il est revenu à Alger. C'est une bénédiction. Là, exactement. Et là, il revient. Donc, juste pour montrer que c'est vraiment l'enfant de l'Algérie. Donc, quand il raconte une fois dans ses mémoires, quand il a croisé une fois Cheikh Abdelhalim Ben Soumaya, donc il le voit, Cheikh Abdelhalim, il le voit venir et il lui dit « Ah, wesh Ould al-Madani ». Donc tout de suite, il a reconnu donc Ould al-Madani parce que c'est une famille qui était ici à Alger, ils sont partis. Donc il y avait encore le souvenir, donc les amis de son grand-père, peut-être qu'ils étaient encore vivants. Donc il est revenu et puis il est revenu à la charge. Au début, il a fait, peut-être si on peut voir, je ne sais pas, il y a un petit billet où il fait une annonce parce qu'il a commencé par s'essayer au commerce. Il a créé ce qu'il a appelé le comptoir de Tunisie ou le comptoir tunisien, Moustawda Tounisi. Donc il a ouvert une boutique où il ramenait de la marchandise de Tunisie pour celui-là. C'est celui-là. Exactement, c'est celui-là. Le comptoir de Tunis. Donc là, c'est lui. Donc les Sahibi, Ahmed Toufiq al-Madani, ça c'est les années 20. Hein. D'accord. C'est une annonce, c'est de la publicité. C'était dans le journal. Il ne faut pas croire qu'ils ne savaient pas ce que c'était. يوجد في هذا المحل الجديد جميع أنواع البضائع التونسية والشرقية مثل الشاشية العالية بجميع أنواعها والطربوش المصري والجزائري وحياك الحرير المختلفة والحافي والطبايب والبرانس الحرير tout ça. Donc comme il était natif de Tunis, donc il avait des liens, il a été en quelque sorte un trait d'union entre l'Algérie et la Tunisie et donc il s'est essayé au début dans le commerce.
Et puis, donc, bien sûr, l'activité intellectuelle, il ne pouvait pas, donc, militantisme. Donc, et là, il se lance dans la création, comme on avait dit, dans Nadi Taraqi, 1926-1927. Et puis, Jamaïat al-Ulama, il est devenu secrétaire. Il a été membre de l'édition de Shihab, de Al-Bassaïr et tout ça. Donc, il a travaillé. Donc on rappelle Shihab al-Bassaïr, c'était donc des publications de l'Jamaïa, de Shihab, l'association. c'est de Ibn Badi, c'est le Bassaïr de Jamaïat al-Ulama. Et puis, c'est le premier aussi qui s'est rendu compte de l'importance de l'écrit et d'écrire l'histoire. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à l'époque, donc, il n'y avait pas d'histoire de l'Algérie. Donc lui, c'est l'un des premiers. Il a écrit Kitab al-Jazaïr, Hadihi al-Jazaïr, Géographie al-Qutr al-Jazaïri. Oui. Donc, c'est des travaux très, très importants à l'époque, donc qu'il a publié. Et puis, ça, c'est Kitab al-Jazaïr dans sa première édition. Donc là, on revient un peu sur l'histoire de l'Algérie, Kitab al-Jazaïr, c'est ça? Exactement. Donc, c'est le premier à avoir compilé en arabe, avec Moubarak el-Mili, et puis par la suite, Cheikh Abdelrahman el-Jilali. C'était quand même délicat en cette période d'écrire sur l'histoire de l'Algérie. Exactement. On était quand même sous le joug du colonialisme et tout se faisait pour détruire. C'était pas délicat, c'était un crime. Donc, voilà. des fois, donc, tout dépend du gouverneur. Des fois, ils ont une marge de tolérance un peu plus grande que certains. Donc, mais dès qu'ils tombent sur un tyran comme ça, donc c'est la prison, c'est l'exil, c'est la souffrance. Oui. Donc, mais ils avaient ce souci, cette inquiétude comme de faire quelque chose pour leurs compatriotes, pour les Algériens. Donc, il a écrit ce livre, Harb 300 Sana, entre l'Algérie et l'Espagne. Donc, là, c'est pour donner un peu la mesure de l'aura de l'Algérie pendant l'époque ottomane, où elle rivalisait avec l'Empire espagnol, qui avait la moitié du monde sous son joug. Donc, avec la bataille de Charles Quint, donc la défaite de Charles Quint devant Alger en 1741, c'est des moments clés dans l'histoire de l'Algérie, donc mettre en valeur. Ce livre a été bien sûr traduit en espagnol, donc ils n'ont pas raté les Espagnols parce qu'ils voyaient donc le point de vue algérien est important pour eux, donc ils l'ont traduit. Hadihi al-Jazaïr, ça c'est pendant la Révolution. Quand il a été membre de la délégation diplomatique pour faire connaître la révolution algérienne, donc c'était l'un des représentants, donc il a voyagé. Il a vu qu'on manquait on manquait un peu de documents pour faire connaître notre cause, donc il a écrit ce livre, Hadihi al-Jazaïr, c'est pour présenter l'Algérie au monde, donc c'est ça l'Algérie, parce que en contrepartie il y avait les thèses de l'occupation française qui disaient que l'Algérie n'existait pas, donc il n'y avait rien, c'est nous qui avons créé le pays, donc comme s'il y avait un espace sur Terre où il n'y avait pas d'hommes qui y vivraient. Donc, est-ce que c'est possible? Donc voilà, donc c'est un pays, il a présenté son histoire, son identité, les gens, donc il présente la démographie, donc la population, ses traditions, le multilinguisme qu'il y avait dans ce pays. Donc c'est pour faire connaître l'Algérie. Puis pendant la Révolution, il a été aussi membre du gouvernement du premier GPRA, donc premier gouvernement provisoire. Il a été ministre chargé des affaires étrangères. Bien sûr. Et après l'indépendance, il a été le premier, pas le premier ministre, mais le premier ministre du culte. Oui. Donc, chez Ondinia, il a été ministre, il a travaillé, et puis par la suite, il a terminé par écrire. Donc, pour montrer le niveau intellectuel du bonhomme, il a été aussi l'un des premiers à avoir rédigé ses mémoires. Donc il a écrit Hayatou Kifar en plusieurs tomes où il raconte tout ça. Donc on peut trouver sa vie. Là on vient de voir la couverture de Rad Adib ala Hamlet Akadib. C'est quand la deuxième génération de Jamaïat al-Ulama, ils étaient plus jeunes que lui, parce que quand ils ont lu ses mémoires où il disait donc sa contribution dans la création de Jamaïa, ils lui ont dit que non.
C'est pas vrai, tu mens. Donc il y a eu une rencontre terrible au Centre culturel islamique à Ali Boumdjel où ils ont passé toute une nuit donc, à argumenter les uns contre les autres. Donc ils l'ont dit. Donc lui, il a ramené toutes les pièces et puis il a écrit ce livre, Rad Adib ala Hamlet Akadib. Donc c'est vraiment, et c'est une réponse très bien élevée, d'un bonhomme très bien élevé. Parce que les gens qu'il contredisait, ils n'étaient pas présents. Ils étaient trop jeunes pour être là, donc ils ne savaient pas ce qui s'est passé, alors que lui, donc... et puis du coup, par exemple, un gars comme Omar Smaïl, qui est vraiment le catalyseur qui a créé le Jamaïa, on n'en parle pas, donc c'est comme si c'était un événement ex nihilo. Donc, du jour au lendemain, les gens ont décidé de se réunir, de se retrouver. Donc, ils ont créé Jamaïa et puis on va commencer à travailler. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors que tout a été préparé, bien sûr, c'est des gens qui ont travaillé. Donc là, c'est comme donc, ils connaissaient les gens. Il y a le petit-fils de Sidi Mohamed Cherif. Donc, c'est son aïeux. Donc, il était Naqib al-Ashraf. Naqib al-Ashraf, c'est le représentant des Shorfa, des descendants du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans chaque grande ville, dans chaque pays, il y a un Naqib al-Ashraf. Donc, le dernier, le Hajj Ahmed Sharif al-Zahar, il avait écrit un journal. Donc, son petit-fils l'a remis à Tawfiq al-Madani. Donc, il en a fait cette édition, donc Mudakirat al-Hajj Ahmed Sharif al-Zahar. Donc, on voit l'histoire de l'Algérie pendant la dernière partie de la période ottomane. La période française, apparemment, elle a été écrite, mais le document a disparu, on ne l'a plus retrouvé. Et Tawfiq al-Madani a aussi tiré de ses mémoires de l'histoire de Mohamed bin Othman Bacha. C'est un autre livre qu'il a écrit et il a fait vraiment... c'était un coup médiatique très important à l'époque parce qu'il présentait Mohamed Othman Bacha. C'est quand même l'un des plus grands deys d'Algérie, donc il a fait beaucoup. Et il a vécu, c'était le contemporain de Salih Bey de Constantine et de Mohamed el-Kbir d'Oran. Donc c'était la période des grandes personnalités de l'Algérie ottomane. Et là, on voit l'épitaphe donc de sa tombe à Sidi Abdelrahman. قف قفي للقبر أحمد المدني هو توفيق الشريف الراضي, etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on peut retrouver quand on va... si vous allez à Sidi Abdelrahman, vous visitez, vous arrivez à la tombe de Tawfiq al-Madani, lisez une Fatiha en sa mémoire, parce que c'est un bonhomme qui a fait beaucoup pour l'Algérie. Rabbi yarhamou wa in'amou, Inch'Allah. Effectivement, donc un parcours très atypique, un parcours très riche. Et qui a commencé quand même à un âge très jeune, à 15 ans déjà. Donc on voit la conscience et exactement, et toute la responsabilité finalement que les personnes comme lui donc ressentaient pour la libération du pays. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, de nous faire redécouvrir donc Ahmed Tawfiq al-Madani. On se retrouve samedi prochain pour notre rencontre, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup Ahmed. Donc on continue et cette fois-ci donc on parlait de Yom al-Ilm, et beaucoup de personnalités algériennes font justement pour la promotion de la science d'une manière générale. Et là, nous avons l'une des grandes personnalités scientifiques qui ont marqué le monde actuel, effectivement. Il s'agit professeur Toumi. Voilà, du professeur Toumi qui nous présente ses vœux. D'ailleurs, ce matin, je vous laisse les découvrir. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Je profite de cette occasion sacrée de la Eid al-Fitr pour vous transmettre mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite et d'excellente santé. Je me réjouis que vous puissiez vous retrouver en famille et avec vos proches. Sahaïdkoum. En ce jour, nous ne devons pas oublier les peuples opprimés partout dans le monde. Je prie qu'ils seront favorisés et être des guides, des dirigeants et des héritiers d'autorité sur terre. Et je prie de rendre ce jour au peuple algérien et à la nation islamique avec bonté, prospérité et bénédiction. Je vous adresse encore une fois mes meilleurs vœux. Voilà, c'était donc les vœux du professeur Kamel Toumi que nous avons d'ailleurs reçu, Ahmed, il y a quelques semaines de cela. Il faut dire qu'il fait partie de ces Algériens, de ces savants
des temps modernes qui font beaucoup pour l'Algérie. Il pour le revient transfert. souvent. Oui. Il revient souvent, il prend en charge, donc il va Les au contact étudiants. des étudiants, de ses collègues professeurs, donc il est là, il essaie de faire des choses, mais il n'a jamais coupé le cordon ombilical avec l'Algérie, donc il est resté en relation. Et c'est bien, donc, parce que, et on voit aussi un peu l'importance de... il y a des gens qui sont... C'est comme le nationalisme, en fait. C'est des gens qui ont des vocations et qui ont ce souci de transmettre et de pérenniser quelque chose. Donc, ils ont un message. C'est des gens... C'est la différence entre l'intellectuel et l'homme de culture. Voilà. Donc, nous, on parle d'intellectuel en tant qu'homme de culture et de femme de culture. C'est pas la même chose. Effectivement, c'est Parce pas la que même chose. l'intellectuel, il est actif. Il est actif. Il est actif, c'est un militant. Donc, là où on le met, donc s'il est médecin, s'il est physicien, donc il a ce souci de militer, donc de former, de transmettre. C'est ça le plus important. Voilà, donc c'est effectivement. ça qu'on salue chez professeur Toumi. Donc j'ai eu On la le chance salue de d'ailleurs. croiser fois. Voilà, et on l'a eu reçu d'ailleurs il y a quelques temps de ça. En tout cas, on remercie professeur Kamal Toumi pour ses vœux. Ahmed, merci beaucoup. Donc on se retrouve samedi prochain. Inch'Allah, merci beaucoup. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons parler du sport et du jeûne. Et c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à cette question dans ce reportage. Nous sommes à Bouchaoui en ce vendredi, 3e jour de l'Aïd. Et malgré une météo pas au beau fixe, certains ont tenu à reprendre leur sport et activité physique. 9h20, Madame Boukerdena, accompagnée d'une amie, a tenu à faire sa séance de sport. Là, c'est la reprise. On a arrêté pendant un peu plus d'un mois quand même. On a arrêté avant le mois de Ramadan. Et là, on reprend. Et croyez-moi qu'on ressent. Le corps est vraiment ingrat. Dès qu'on s'arrête un petit moment, c'est vraiment très difficile à reprendre. Mais là, ça va. Ma Ramadan et les excès qu'on a eus, le qalb-el-lawz, etc. Mais ça va. D'habitude, on fait du footing. Et là, on a repris par la marche. D'abord, pour éviter, surtout à notre âge, pour éviter les accidents. Donc, on va aller mollo pendant 2 ou 3 séances, jusqu'à 4 peut-être. Kamel Kenkagener a repris le sport pendant Ramadan après le ftour. Aujourd'hui, au menu, petit footing et étirement. Le premier capital, c'est la santé d'une personne. Qu'est-ce qu'on a de plus? Si on n'a pas la santé, on n'a rien. C'est avec la santé qu'on peut tout faire. Sans la santé, il n'y a rien. Donc il faut l'entretenir. La santé, c'est quelque chose, je ne dirais pas de primordial, c'est quelque chose de capital. C'est capital. Et les gens qu'on voit ici et là, ils meurent à 35 ans, à 40 ans. Bon, entre guillemets, mais il y a la mauvaise bouffe et le mauvais entretien de la santé. La reprise, j'ai profité du Ramadan. Premier jour du Ramadan, je me suis décidé à baisser en poids. Et j'ai profité, je faisais la marche. Et ça m'a permis de baisser en termes de poids de presque 10 kilos. J'invite tout le monde à faire du sport, à faire une activité physique n'importe laquelle. Même sport et loisirs. Hein. Même sport et loisirs. L'essentiel, c'est de bouger. Eh ben, il y en a beaucoup qui font les randonnées. Randonnée, ça fait partie du sport et loisirs. Ils font du VTT. VTT, c'est du sport et loisirs. Après un mois de gourmandise et de relâchement, Mehdi reprend son sport en passant par une petite phase de transition en termes d'intensité. Après 30 jours, si c'était pas Qalb-el-lawz, c'était Zlabia, c'était pas Zlabia, c'est Qtaïf, c'est pas Qtaïf, c'est les tartes. Donc on ne s'est pas privé, mais à la fin on a eu comme des petits kilos et un peu de remords qu'on est venu dissiper avec un petit footing. Aujourd'hui, je ne me suis pas vraiment forcé, je ne me suis pas donné de mal, j'ai juste couru, j'ai fait 3 km. Docteur Kérouche fréquente régulièrement Bouchaoui et pour lui, le sport, c'est primordial. On a raté les 2 jours de l'Aïd et puis là, c'est un vendredi, c'est le 3e jour, ça manquait, je n'ai pas voulu rater la séance. Habituellement, c'est 3 fois par semaine, parfois 4 fois par semaine, et depuis maintenant, ça fait des années. Hein. Ça fait des années, ça devient, c'est dans le sang. Courir, c'est l'hormone du bonheur. Hein. Franchement, je dirais même que le mois de carême, c'était la même chose, c'était au même rythme. De préférence tendue. Hein. Ok. N'oublions pas que la sédentarité est considérée comme le 4e facteur de décès dans le monde. Alors, bougeons plus
pour vivre mieux. Et l'activité physique et surtout les bienfaits du jeûne, on en parle ce matin en compagnie du docteur Hamoutan. Docteur, bonjour. Bonjour. مرحبا بك وعيدك مبارك وتعيدي بالصحة والهنا. pour tout le monde. Vous allez bien? Vous avez passé un bon Ramadan, un bon Eid? Magnifique, avec beaucoup d'activités physiques. Beaucoup d'activités physiques, voilà, surtout. Et donc, parlant de jeûne, parlant de nutrition, parlant d'hygiène de vie, un aliment miracle, c'est l'huile d'olive. Et nous en parlons en compagnie de notre amie Khawla. Khawla, bonjour. Bonjour. Aïdak Moubarak, Khawla, Aïdik B'Saha Walhana. Khawla, honnêtement, ما ايش تسمع docteur? Qu'est-ce gâteau? J'ai trop mangé. Vous n'avez rien entendu, docteur. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu, n'est-ce pas? Non, il y a une recette comment manger ces gâteaux. Pendant les 2 jours après, voilà. Après, on va reprendre. Après, on va reprendre. Alors justement, docteur Ramadan, c'était une véritable halte, ou ça devrait être une véritable halte pour nous, justement pour revoir un petit peu non seulement le côté spirituel et le côté religieux, mais aussi sur le plan santé. Donc c'est vraiment le moment les bienfaits du jeûne. Voilà, les bienfaits du jeûne, n'est-ce pas? Et comment les maintenir après justement après le Ramadan. Alors rapidement pour les bienfaits de jeûne, on en a toujours parlé pour ce qui est de l'autophagie, c'est-à-dire que jeûner sans abondance, faire le suhour le plus tard possible. Alors ça c'est le résultat du jeûne sain. Alors, faire ses prières aux heures de prière et faire le tarawih. Le tarawih, ça permet, si vous avez fait des abondances, juste après, aller bien sûr à pied vers la mosquée et faire, vous savez ce que c'est que faire les tarawih? C'est difficile au début parce que vous devez vous arranger, parce que vous avez travaillé le matin, vous avez fait à manger, puis vous devez débarrasser, vous devez aller à la mosquée. Pendant 1h30, c'est la même activité physique. Vous déroulez vos articulations, vous faites vous oxygénez le cerveau, vous maintenez debout, et c'est 1h30. Vous devenez endorphine dépendante. C'est pour ça que on dit l'hormone du bonheur. Vous la stimulez et vous la fabriquez. C'est pour ça que les gens, plus on va au tarawih, plus on travaille la journée. Perdez l'habitude pour les jeunes surtout et les moins jeunes qui dorment la journée. Non, à partir le meilleur moment pour faire, vous savez qu'il y a le phénomène de l'aube. Le phénomène de l'aube, tous nos hormones sont produites à l'aube. Et l'aube, c'est des hormones, il y a l'hormone qui augmente le métabolisme de base, et ben elles sont augmentées la matinée, puis elles diminuent l'après-midi pour s'annuler vers le soir, pour préparer l'endormissement. Et justement, pendant le Ramadan, quand on mange beaucoup, alors après le ftour, faire de l'activité physique régulièrement, sans parler de la méditation. Parce que c'est un imam qui est en train imam, quand vous le suivez, alors dans même si votre esprit va ailleurs quelques secondes, on va dire, vous repartez, c'est bon pour l'Alzheimer, c'est les mêmes choses que vous faites pendant un mois, c'est excellent. Et justement, après le Ramadan, c'est reprendre une activité physique. Alors justement, docteur, pour rester dans ce que vous êtes sur les bonnes pratiques durant le mois de Ramadan, c'est ce que vous me disiez d'ailleurs il y a quelques instants, c'est que ce n'est pas tout le monde finalement qui bénéficie des bienfaits du jeûne finalement. Surtout la détox du foie. Parce que c'est des gens, pour avoir la détox du foie, vous savez que la plupart des Algériens ont de l'obésité abdominale. L'obésité abdominale veut dire qu'on a de la graisse au niveau du foie. Alors l'échographie, on voit une brillance au niveau du foie. Ce foie, après ça sera de l'inflammation, après ça sera de la cirrhose, et après c'est des cancers avec le temps. Et donc pour détoxer tout un mois du jeûne, comme le prix Nobel, le japonais qui a parlé de l'autophagie, c'est que c'est un foie qui va se vider. Vous savez que le foie est un organe très important, c'est un organe noble qu'est-ce qu'il fait? Il stocke et déstocke. Quand on est à jeun, il nous déstocke, et quand on prend le repas, il stocke. Malheureusement, les Algériens on mange plus qu'on brûle, donc on va stocker. Et le foie, il faut éviter de grignoter entre minuit et 2h du matin. Et les jeunes, c'est ce qu'ils font, ils sont au téléphone, ils vont grignoter. Il faut laisser le repas, la digestion se faire. Après la digestion, le foie doit se réorganiser. Si vous mangez, c'est surtout la digestion. Toute l'énergie va partir dans la digestion au lieu de détoxer ce foie. Donc le foie, il faut le respecter, il faudrait qu'il se régénère. Et le meilleur, les derniers temps, c'est quand on commence à avoir de la cétose de jeûne. Ça veut dire que notre corps a vidé ce qu'il y a dans le foie, il est en train d'utiliser d'autres substrats
comme les graisses, il va brûler les graisses, et comme les protéines. Les protéines, c'est les muscles. Et les gens qui profitent du mois de Ramadan pour maigrir, c'est faux. Parce qu'ils perdent de la masse maigre, ils perdent des muscles. Et après, ils sont, j'arrive plus à ouvrir la bouteille, je suis fatiguée, j'arrive plus à me lever. Le mouvement, et ça veut dire que le corps a fait, et donc c'est pas un bon jeûne. Voilà. Donc, pour ceux qui ont mal jeûné, ils devraient reprendre une activité physique régulière, faire de l'activité régulièrement, au moins les 30 minutes, partager. Puis il y a eu 2 études qui sont arrivées. C'est l'étude au Texas. Vous savez qu'au Texas, il y a énormément de diabétiques. C'est surtout les Mexicains qui ont immigré là-bas. Et donc, pour les diabétiques, il y a eu une étude qui est sortie qui dit que 10 minutes de marche rapide, inspiration, expiration, même du surplace, 10 minutes après un repas, vous brûlez graisse et vous brûlez surtout les sucres. Et une autre étude de Strasbourg qui dit travailler les triceps pendant 10 minutes. Quand vous prenez, voilà, la solution, c'est de manger des gâteaux, ok, mais de ne pas rester sur le canapé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait le mois de Ramadan, l'Aïd? On s'assoit sur des canapés, on a une table qui est pleine, mais faire ça et puis faire des petits mouvements, pourquoi pas, avec ta maman, tes tantes, des petits mouvements sportifs en faisant travailler les triceps, c'est vers le bas, c'est le système tenir la chaise et puis descendre ses fesses vers le sol et remonter, c'est ça. 10 minutes seulement, vous brûlez graisse et sucre. Donc, ok, mangez les gâteaux, voilà, mangez les gâteaux, mais faites de l'activité, ne pas rester sur les canapés. Allez visiter la famille en marchant, faites de la marche, marchez, c'est ça. Tous les films, tout ce qui influence, on est assis sur des canapés. Et la prochaine émission, tu la feras debout. Et on va se mettre à marcher, à discuter comme ça. Ah bah, très bien, ça sera non, mais avec toi, il n'y a pas de problème. Hein, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de sport, mais c'est bon pour, mais pour on le en moral. a besoin quand même. Hein, on en a besoin, voilà, au moins pour le moral. Mais sinon, docteur, ce qui est intéressant aujourd'hui, aussi, on le dit chaque année d'ailleurs, c'est que nous profitons du mois de Ramadan, mais dès que Ramadan se termine, on reprend un petit peu, on se laisse aller, on reprend un petit peu cette mal-vie. Voilà. Et pourtant, même sur le plan religieux, même sur le plan spirituel, il y a un après-Ramadan. Il y a déjà avant, il y a un après-Ramadan, particulièrement ces jours bénis, n'est-ce pas? Juste après Ramadan. Ça bénit parce que c'est de la résistance. Quand vous arrivez difficilement pour les gens qui sont surtout glucodépendants, ceux qui aiment le sucre, ceux qui aiment le café, c'est des gens qui ont très mal à la tête. Donc, juste après l'Aïd, ils ont dit ouf, mais reprendre encore le sabérine, il faut continuer très tôt à les reprendre. Alors, il y en a qui disent il faut les faire séparément, il y en a qui disent mais c'est vraiment le mot sabérine. C'est vraiment, ça complète les bienfaits du jeûne. Alors, il y en a ceux qui commencent juste après, donc le premier jour de l'iftar, de Eid al-Fitr, bien entendu, on va rompre le jeûne. Mais sinon, il y a plusieurs personnes qui commencent le 2e jour de l'Aïd déjà à faire ça. 3e, 4e. Alors, qu'est-ce qui est le plus conseillé, docteur, sur le plan médical, hein? Donc, sur le plan religieux, nous avons tout le mois de Shawwal pour le faire. Mais sur le plan médical, qu'est-ce qui serait intéressant? Est-ce que de le faire effectivement juste après et le faire d'affilée, donc les 6 jours d'affilée, ou entrecouper entre les jours? Pour ceux qui font de l'abondance, mais vraiment de l'abondance, parce qu'ils sont invités, parce qu'on fait des repas trop gras. On n'a pas parlé des repas trop gras. Justement, parce que quand on prend un repas trop gras, le gras, c'est ce qui sort de l'estomac, il sort après la digestion. 4 à 5, 6 heures après de l'estomac. Donc, ça va encore retravailler la digestion. Donc, surtout la nuit. Le corps ne se repose pas, finalement. Voilà. Et pour la détox du foie, toujours, même si ce n'est pas le jeûne, il est préférable de manger plus tôt que de manger. Oui, ça c'est de manger plus tôt le soir. Voilà. Plus on mange 1 heure plus tard, plus le taux d'AVC d'IDM augmente. Ça, c'est une étude aussi qui est sortie, qui a confirmé vraiment qu'il faut manger vraiment tôt, juste après l'Aïcha ou avant l'Aïcha. Ça serait mieux, mais c'est difficile par les temps qui sera courent. mieux, en tout cas. Le plus tôt sera mieux et pas trop gras le soir. C'est ça. Le gras va encore fatiguer le foie, alors qu'il ne va pas se détoxer, il ne va pas se régénérer. Il se régénère tous les jours. Hein. Donc,
Donc on pourrait... Mais pour ne pas le fatiguer, voilà. effectivement. Donc les gens qui font trop d'abondance, pour éviter ces gâteaux, tout ça, oui, reprendre à partir du 3e jour, laisser quand même les deux premiers jours, on a des invités, on va ailleurs quand même. Quand les gens font plaisir à vous mettre une table, il faudrait manger quand on est invité ou quand moi j'aime recevoir et j'aime bien quand les gens mangent ce que je leur mets. Donc commencer le 3e, 4e jour comme ça pour ne pas perdre l'habitude parce qu'on retombe dans l'abondance et après les mauvaises habitudes sont très difficiles. Vous savez que le corps s'habitue aux mauvaises choses que vous lui donnez et c'est lui qui vous rappelle, vous titille, ah oui, il a l'habitude d'être obèse, dès que vous perdez du poids, on parlait de ces gens qui profitent pendant le ramadan pour maigrir de 10 kilos parfois, de 7 kilos. Ils vont les reprendre quelques mois ou un mois après, mais ils reprendront 20 kilos. Plus. Et la graisse n'ont jamais perdu leur graisse parce qu'ils n'ont pas laissé leur corps se détoxifier pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire un jeûne bien. Et le tarawih, c'est un pouvoir inégalé. Il faut aller faire le tarawih. C'est vraiment, et on a vu un afflux de personnes. C'est vrai. Et puis une méditation. Moi, ce qui m'a, vous savez que je fais tarawih depuis 2000 et puis je me suis arrêtée. Mon fils est né le dernier, donc pendant 7 ans, j'ai repris. Vous savez, maintenant, c'est vraiment les enseignantes à la retraite. Je fais un coucou à toutes avec qui j'ai fait tarawih à Ain Dfla. C'est vraiment, vous savez que c'est vraiment la méditation. On voit les vieilles qui n'étaient pas très... Maintenant, c'est vraiment de la méditation. On voit que les gens se rapprochent de Dieu. Et ça, c'est aussi la santé. Effectivement. Voilà. Alors, c'est l'hormone du bonheur. Voilà. Alors encore une fois, donc on va reprendre pour Sabrine. Donc nous avons les 6 jours. Donc là, c'est du cas par cas. Hein. Donc on peut le faire les 6 jours d'affilée, comme on peut entrecouper. Donc ça revient encore une fois au choix de la personne. Alors, mais sinon, beaucoup de personnes aussi, c'est encore le mois du jeûne. On peut encore jeûner quelques jours. Il est un peu difficile de concilier activité physique et jeûne. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller les citoyens dans ce sens? Toute l'activité physique que vous pouvez faire, je vous ai dit, c'est en rapport. Il faut aller écouter le corps. Les hormones sont sécrétées le matin. Le meilleur, c'est après suhour. La meilleure activité, j'ai toujours conseillé aux femmes d'aller faire à manger le matin. Le matin, pourquoi? Pour ne pas être stressé juste avant l'Eden. Parce qu'on continue à mettre une belle table, les bourrecs et tout ça. Même. Donc, à éviter d'aller s'énerver, de mettre leur table, de tout préparer. Comme ça, ils vont que réchauffer certaines choses ou pour ne pas avoir tous les feux. Et c'est les accidents, c'est les brûlures, tout ça. Et la meilleure activité, c'est celle qui, après un repas, c'est-à-dire c'est entre le ftour et suhour, ou entre après le suhour. C'est là où les hormones sont au plafond. C'est pas parce qu'en fin de compte le soir on doit l'endormissement, on doit préparer l'endormissement. Donc il y a des hormones. Sinon vous faites de l'insulinorésistance. Et l'insulinorésistance, après vous faites un mauvais sommeil. Vous faites donc éviter de faire le sport le soir juste avant le coucher. Voilà. Mais sinon docteur, si l'activité physique se fait juste après suhour, donc le matin, là encore une fois, ça ne doit pas être très intense parce qu'après, on s'abstient de boire, de manger tout au long de la journée. Absolument, c'est les sucres lents. Le suhour, on doit tenir. Alors, si vous faites du sport, prenez, là, on a le droit de prendre un café, de prendre un gâteau, parce que ce sucre rapide, vous allez le brûler juste après. Mais sinon, le sucre lent, il va durer. C'est pour ça qu'il est impératif pour ceux qui font de l'activité physique, qui ont repris l'activité physique intense, c'est les 2 heures, sans arrêt, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il faut qu'ils prennent des sucres lents, pourquoi pas du couscous avec soit des légumes, soit avec des noix, des amandes. C'est vraiment ils contiennent des fibres et puis contiennent aussi du sucre. Et comme ça va durer jusqu'au ftour. Jusqu'au ftour. Voilà, jusqu'au ftour. Voilà. Donc, mais bien sûr, beaucoup moins intense que d'habitude. Voilà. Et après, quand ils vont finir leurs 6 jours, ils reprennent leur sport. Ils reprennent leur sport. Mais sinon, pour vous, docteur, l'activité physique est primordiale. Primordiale. Ça a été une arme thérapeutique. Vous savez, j'utilise la méditation, donc le rapprochement de Dieu, taqarrub ilallah, parce que vraiment, les gens, vous allez les voir. Vous savez, j'ai fait du bonheur et je vous raconte les femmes enceintes. Vous savez, quand on leur dit d'écouter de la musique classique, et ça fait quand même à peu près 18 ans que je suis ces femmes enceintes, et je me suis mise à leur donner la méditation, activité physique, et
alimentation saine. Et je le retrouve, ils me disent, Heilik Benti, elle a un QI qui est très élevé, allaitement, je le règle. Et quand elle me ramène les enfants, surtout, beaucoup de, elle me dit, Hadinti tabatini fiha, Hadinti tabatini, puis ramène l'enfant, ils me disent, très sage, le QI très élevé, très calme. Donc la maman, l'environnement, l'épigénétique, je conseillerais toujours les femmes qui sont enceintes et celles qui nous écoutent, quand vous êtes enceinte, lisez beaucoup de Coran, mangez très sainement et bougez, faites de l'activité physique. Sinon, si vous êtes à la maison, faites vos 10 minutes après chaque repas de marche, inspiration, expiration, de musculation pendant 10 minutes assise en face de votre télévision. Faites vos 30 minutes vous aurez des enfants magnifiques et puis l'Algérie aura un bon futur, une bonne génération pas malade. C'est ce qu'on espère en tout cas, docteur. Alors vous parlez aussi de nutrition, vous parlez aussi d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire et il faut dire que nous, les Méditerranéens, nous avons quand même la chance d'avoir ce fameux régime méditerranéen qui est très très riche, notamment par les différents ingrédients, l'huile d'olive qui est d'ailleurs incontournable. Le caviar des musulmans. Voilà, effectivement, incontournable. Je n'imaginerais pas une maison algérienne sans huile d'olive, n'est-ce pas, Khaoula? Exactement, d'ailleurs c'est un ingrédient indispensable dans la table algérienne qui est très consommé dans pas mal de plats. Et il est également utilisé dans la cosmétique, c'est-à-dire dans les produits cosmétiques, je dirais, à des fins médicinales. Donc, c'est pas justement c'est-à-dire dans la table algérienne. Voilà, effectivement. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est l'huile d'olive, n'est-ce pas? Exactement. Donc, tout d'abord, il faudra savoir qu'est-ce que c'est qu'une huile végétale. Donc, une huile végétale, c'est une matière grasse extraite à partir de certaines parties de la plante, donc que ce soit des graines ou bien des noix ou bien même des fruits. Et le cas par exemple de l'huile d'olive, c'est une huile qui est extraite à partir des fruits. Donc le fameux, exactement. Donc c'est les olives. Donc c'est à partir de. Il faudra savoir que l'huile d'olive, c'est-à-dire on fait l'extraction de l'huile à partir d'un arbre. Donc c'est l'olivier. Qui est très répandu dans pas mal de régions dans l'Algérie, que ce soit dans l'est ou bien l'ouest algérien. Et c'est un arbre qui a des feuilles, je dirais, persistantes, c'est-à-dire qu'il ne changera pas, c'est-à-dire il changera pas de ses feuilles pendant toute l'année. Donc les feuilles ne tombent pas pendant toute l'année, ce qui fait que, en fait, c'est ça ce qui confère en fait la couleur verte pour ces feuilles-là. Ils sont assez durs aussi. Ils sont quand même utilisés dans pas mal d'infusions et de thé parce qu'il a quand même une certaine, je dirais, certains bénéfices pour notre santé, surtout pour les diabétiques, etc. Il y a aussi, parce que en fait, la feuille de l'olive contient je dirais deux substances qui vont, c'est-à-dire c'est eux qui vont protéger, c'est-à-dire notre corps à partir de tout ce qui est en fait, c'est des produits, je dirais, voilà, qui protègent contre l'oxydation, etc. Autre chose à savoir, c'est que, c'est-à-dire, parlons de l'arbre justement, donc plutôt de la cueillette des olives, etc. Donc il y a pas mal de gens qui utilisent en fait la cueillette ou bien je dirais la récolte manuelle ou bien mécanique afin d'avoir une huile qui doit être passée par voilà, l'usine, là où elle sera justement traitée, malaxée plutôt, et afin d'avoir en fait l'huile extra vierge. Et parlons aussi des types de l'huile. Il y a 3 types de l'huile. Il y a l'huile d'olive extra vierge. Il y a l'huile, c'est la meilleure qualité. En fait, c'est l'huile d'olive de la plus haute qualité parce qu'elle n'est pas traitée chimiquement, mais aussi elle est extraite mécaniquement à froid à partir des olives qui sont assez fraîches. Donc elle garde tous ses nutriments finalement. Oui, exactement. C'est l'huile qui garde, c'est-à-dire les nutriments et les antioxydants qui se trouvent là-dessus. Il y a aussi l'huile d'olive vierge qui se classe en 2e position grâce à une acidité, je dirais, de 2%, mais également elle est extraite à froid, bien sûr, mécaniquement. Et il y a aussi l'huile raffinée. Donc, quant à l'huile raffinée, c'est une huile qui est faite à partir des sous-produits de l'huile extra vierge ou bien de l'huile vierge. Et parfois même à partir des olives qui sont très mûres, trop mûres plutôt, et de mauvaise qualité, je dirais.
et elle doit passer par le raffinage. Donc elle sera traitée chimiquement justement pour avoir cette odeur agréable et ce goût, je dirais, agréable par rapport à l'huile d'olive. Donc en termes de qualité, lorsqu'on choisit notre huile d'olive, de préférence, il faudra choisir l'huile d'olive extra vierge. D'ailleurs, c'est même dans les étiquettes, de l'emballage, c'est mentionné effectivement. Exactement. Mais d'après ce que je remarque, en fait, dans l'Algérie, il y a aussi la réputation qui joue un rôle très important lorsqu'on choisit un huile d'olive. Donc, il n'y a pas que du travail, là. Voilà. Oui, donc ça dépend aussi des régions, c'est-à-dire les préférences du consommateur, je dirais. Voilà, mais il y a même sur le plan couleur, sur le plan densité aussi, ça change d'une région à une autre. Oui. Exactement. D'ailleurs, ça dépend aussi de la productivité. Oui. Donc, il y a aussi un point très important à souligner, c'est lorsqu'on choisit, en fait, faut bien, c'est-à-dire juste après avoir, l'huile qui est assez, je dirais, l'huile qui sera consommée par la suite, faut bien la conserver. Oui. Donc, la conservation, c'est une étape très importante. Parce que faudra par exemple mettre votre huile dans une bouteille en verre qui est foncée, ou bien il faut aussi fermer la bouteille lorsque vous ouvrez à chaque fois vous ouvrez après vous laissez la bouteille ouverte parce que nous sommes dans une région où le taux d'humidité est très élevé. Exactement. Il faudra aussi mettre votre bouteille de l'huile d'olive dans un placard qui ne sera pas en contact direct avec la lumière. Exactement, dans un milieu qui est sombre. Pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, dans le cas où vous allez, par exemple, vous laissez votre bouteille de l'huile d'olive ouverte, il y a des acides gras qui vont être en contact avec l'oxygène de l'air. Oui. Et c'est ça ce qui va faire, en fait, l'oxydation de l'huile d'olive. Donc, elle va rancir. Elle va rancir. Oui. Donc, encore une fois, le rancissement, c'est quoi? En fait, c'est un processus, justement, c'est-à-dire c'est un processus par lequel les acides gras qui sont présents dans l'huile ou bien dans des matières grasses, ils vont être en contact avec de l'air, ils vont produire des produits chimiques indésirables. Le cas par exemple des peroxydes, lipédiques, etc., qui sont justement, ils vont changer justement c'est-à-dire l'odeur et la qualité gustative de votre huile, mais aussi c'est nocif pour votre santé. Voilà, mais on va de suite reconnaître une huile qui rancit finalement. Oui, c'est l'odeur qui parle aussi. Hein, voilà, l'odeur quand on ouvre effectivement. Exactement. Et puis il y a la couleur qui change. Oui, la couleur aussi change, donc c'est des choses qu'il faut prendre en considération lorsque vous choisissez votre huile. Voilà, alors il y a beaucoup d'idées reçues autour de l'huile d'olive. Plusieurs personnes disent plus l'huile, elle reste... Elle est meilleure. Qu'en est-il de tout cela? Qu'en est-il de la conservation? C'est-à-dire, combien de temps on peut conserver l'huile d'olive? Généralement, et de préférence, il faudra la conserver juste après l'extraction. Donc, il ne faut pas dépasser une année. Une année, voilà. Parce que si on dépasse une année, même en termes de valeur nutritionnelle, elle va commencer à perdre ses... Voilà, ça reste des idées reçues finalement autour de l'huile d'olive. Donc, il faut la consommer dans l'année. Dans l'année qui suit donc l'extraction. Oui, exactement. Et même, je pense, en termes de prix, parlant côté économique, le prix va baisser justement après 1-2 années. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut vraiment. Donc, voilà. De toute façon, ça m'étonnerait très fort qu'on garde, que la bouteille reste en une année. Exactement, oui. Généralement, au bout des 2 premiers mois, elle est déjà consommée. Oui. Parce qu'on fait tout finalement dans la cuisine algérienne, pratiquement tout. Les plats, oui, exactement. Effectivement, dans toute la Méditerranée. Voilà, effectivement. Certainement. Alors, l'huile d'olive, elle est très bonne, finalement. C'est un aliment à rajouter. Absolument. D'ailleurs, c'est pour les diabétiques, c'est surtout faire en vapeur ces légumes, mettre de l'ail en poudre ou en l'ail, et puis rajouter de l'huile d'olive dessus. Et c'est ça, que ça soit du fenouil, que ça soit de la pomme de terre, des carottes, que ça soit tous les légumes. Même sur le plan gustatif, après, c'est excellent. C'est excellent. Surtout si vous rajoutez du citron avec, c'est ail, citron et huile d'olive. Et puis Moubaraka, dans le Coran, il est dit, donc les bienfaits sont... Ah oui, absolument. L'huile d'olive, c'est bien fait...
Donc, à consommer avec modération. Modération, avec oui, modération, parce que ça fait grossir. Ça fait Voilà. grossir et puis c'est un anabolisant, donc il va faire grossir. Donc juste, tout est juste milieu. Voilà, tout est juste milieu, effectivement. Donc, à consommer avec modération. En tout cas, merci beaucoup, Khawla, Merci pour les conseils donc, autour de l'huile d'olive. Docteur, c'est toujours un plaisir de vous compter Merci. parmi nous. Moi Merci encore aussi. une fois pour les conseils, donc particulièrement pour les journées de Sabrin. Voilà. Ouais. Merci en tout cas, on vous retrouve très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Khawla, on se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Et demain, vous retrouverez Radia Boulmali à partir de 8h pour ma part le week-end prochain, Inch'Allah. Excellente semaine. Au revoir.